Los técnicos que son Esperemos un claves. momentito, por favor. Dependemos de ustedes. Sí. Ahí puede hablar María Dolores. Sí, te escuchamos. Entonces, tienes los 15 minutos. Muchas gracias, María Dolores. Adelante. Bueno, como nos pasa a muchas y muchos de ustedes y de nosotros, sobre todo cada vez más en algunos países como México, Et donc, il a vraiment voir de quelle manière travailler
nous retrouver, nous rencontrer dans les différentes circonstances et essayer de suivre les différentes stratégies et de les mettre en sécurité. Alors l'idée que j'ai, c'est qu'on puisse parler de la violence et qu'il faut le faire pour différentes raisons. Parfois, on ne le fait pas parce qu'on a peur de perdre la confiance. Et ensuite, il y a des difficultés ou une incapacité à travailler de façon articulée avec les différentes sciences sociales, sociologie, et nous ne sommes pas en capacité d'écouter de façon adéquate. Et on a peur parfois de causer des dommages plus profonds, des préjudices plus profonds à ces personnes. Troisième raison, c'est qu'il faut comprendre quel impact cela a sur notre capacité d'analyse. Quand on raconte la violence, l'impact, l'effet que cela a sur notre propre travail. Et pourquoi il y a cette pudeur, cette réserve. Et quand on travaille au niveau qualitatif et participatif, il faut gagner la confiance des personnes. Ça veut dire qu'il faut partager la vie au quotidien, les cérémonies, les fêtes, être invité dans les foyers et pour pouvoir établir des liens personnels, interpersonnels et créer une situation d'empathie. Et donc, il faut faire ces recherches et pour le faire, se poser la question souvent, comment est-ce que cela peut être écrit? Comment écrire la violence? Comment écrire au sujet des personnes que nous étudions? Je vais vous donner un exemple. Un des peuples cris et toujours associé au terme violence. Ils sont toujours à la une des informations, des assassinats. Entonces hay una estigmatización muy fuerte que se añade a la estigmatización Et de donc, por il y a sí une existe stigmatisation très importante sobre varios pueblos indígenas, ¿no? Ce peuple indigène et d'autres. El otro ya lo mencionaba, ¿no? Investigar la violencia o incluso en un contexto de violencia significa également de violence. preparación para Il faut pour cela realizar las une entrevistas préparation con personas que han sufrido pour estas, pouvoir converser avec ces personnes, ces situaciones victimes traumáticas, ¿no? qui sont passées par des situations traumatiques digamos, de un enorme sufrimiento. et qui ont énormément souffert. Y finalmente la violencia como exceso, es decir, la falta de elementos para comprender o explicar eventos repetitivos de extrema crueldad, ¿no? Masacres como se han dado también, digamos, en varias regiones de México y con las que nuevamente me he encontrado en otros campos de estudio. Entonces, esta enorme violencia y esta enorme crueldad y estas agresiones, digamos, de tanta crudeza, hace que tengamos temor a escribir, reproduciendo una tendencia a la espectacularización de la violencia, tendance ¿no? à la rendre spectaculaire cette En violence una suerte et de, ne pas que tomber dans algunos llaman, no sé si muy espèce adecuadamente, esta de travers pornografía de la ou d'une violencia, espèce ¿no? de pornographie Esta de la parte violence. cruda Ça, c'est la que partie no la permite plus interpretar, disons, qui sino nous que apabulla desde el punto de empêche parfois vista de justamente véritablement del aborder les espectáculo. choses avec les personnes. Pero además tengo la Mais en même impresión temps, de que
después de, y esto lo digo, me atrevo a decirlo después de haber buscado mucho peux en le dire parce que j'ai distintas fait beaucoup de teorías, recherches, que tenemos teorías que son c'est qu'il y a muy des théories abstractas y qui sont generales, trop como por ejemplo la de abstraites Johan ou trop Galtung, ¿no? générales, Un sociólogo noruego, comme un sociologue que habla de norvégien, la violencia estructural, de la etcétera, violence ¿no? structurelle, O etc., la violencia ou de la simbólica, de la que violence se ha hablado symbolique, mucho, ¿no? O nociones parle más beaucoup, instrumentales como ou des intensidad de la violences violencia. instrumentales. Estos aspectos, digamos, Ces muy aspects generales o sont trop généraux, abstractos, trop abstraits resultan extremadamente lejanos de la et sont trop experiencia éloignés, vivida, bien sûr, de ¿no? l'expérience vécue, de l'expérience de terrain. Y las nociones más instrumentales de intensidad de la violencia pueden ser enormemente equívocas porque formas de agresiones que pueden ser Les formes d'agression du quotidien, pueden on les ser comprenne vividas con una d'une autre façon. con un Ils dolor o sont con un vécus comme une sufrimiento simple douleur muy ou similar a formas extremas de violencia como la similaire trata de personas, à incluso, d'autres, comme ¿no? par exemple les souffrances vécues Como la en cas violación de traite de sexual. personnes ou d'agression Entonces, sexuelle. las vivencias también Donc, son le muy vécu diferentes est y important, hablar de elles intensidad sont distinctes. a veces es difícil, ¿no? Aunque parezca demasiado evidente Même si que tout una paraît évident, masacre o una les situación de trata de massacres, personas, no la digamos traite des el personnes, genocidio, por les supuesto, génocides, puede parecer mucho más intenso ça pourrait que paraître los beaucoup golpes des thèmes cotidianos que plus recibe intenses una ou persona importants al interior que del les hogar, coups que donnés debe de à une estar femme à l'intérieur de son en foyer, par exemple. seguridad, ¿no? Entonces, algunas pistas, por último, Alors, quelques pistes de sugeriría. réflexion ou de Esto recherche. desde el inicio de estas sesiones, en la primera mesa, aparecieron estos mitos, ¿no? Écoutez les mythes. Pero a mí me llamaba mucho la atención, ça ¿no? m'a Cuando estaba escuchando las dos beaucoup primeras interpellée conferencias, quand j'ai écouté les deux premières pensando en conférences algunos mitos, por ejemplo, et del pueblo reprendre certains triqui, que mythes. Et son je peux mitos rapprocher como cela muchos d'un mitos con autre una peuple violencia extrema. Está qui un sont mito de caractérisés origen, par une por violence ejemplo, extrême, incorporado una violación a des la actes que se supone que es la madre del pueblo de la Triqui Baja, ¿no? Ellos distinguen mucho la Triqui Alta y la certaines Triqui zones de notre pays. Et donc, l'interprétation que l'on appelle émique de peuple, une critique en ce cas, il faut comprendre les mythes originaux. Il faut comprendre pour comprendre et interpréter la violence qui se déroule aujourd'hui. Également établir des relations entre les différentes formes de violence. Alors, je ne vais pas reparler de la violence de genre, mais cette violence doit être liée au paramilitarisme, c'est-à-dire au guérillas. Une femme m'a raconté sa fuite, bien sûr, après avoir vu son mari assassiné. Elle est partie avec ses 4 enfants. L'aîné est un garçon, il avait 11 ans. Et mon fils a pris l'arme de son père et défend tes frères et sœurs si vous êtes en danger. Et lui, elle a repris l'arme parce que c'était la seule adulte, mais en tant que femme, elle ne souhaitait pas prendre cette arme. Alors, ça, c'est un exemple important et on ne valorise pas suffisamment la relation entre le groupe paramilitaire, la violence. Et cela, bien sûr, ces groupes sont composés uniquement d'hommes. Donc, il faut relier ces différentes formes de violence. Et en ce sens,
parle aussi du continuum de la violence. Et dans ce cas, c'est différent parce que là, c'est un cas précis d'une famille, une mère et ses enfants confrontés à des atrocités quotidiennes et les grandes formes massives de violence, celles qui ont une forme publique également. Et finalement, en conclusion, pour étudier la violence, il faut changer notre relation avec les sujets d'études et établir tout d'abord des espaces de confiance, d'écoute et des espaces de sécurité. Il faut repenser la façon de structurer ces études. Et une grande partie des recherches dépasse bien sûr la théorie. Ça, c'est l'idée, la sensation que j'ai. Il faut essayer de vivre avec ces acteurs parce que c'est des enseignements extraordinaires. Cela nous interroge sur notre réalité, notre rhétorique, sur notre façon de penser l'interdisciplinarité face à ces situations. Necesidad muy importante para nosotros. Important pour nous, en tant que sociologue, anthropologue, de travailler avec les psychologues. Donc, ce domaine interdisciplinaire est crucial. Et que les axes d'études sur la violence sont encore trop peu explorés, en particulier ces relations entre les violences normalisées et les violences extrêmes et cruelles. Merci. Merci, Maria Dolores. Cela nous a donné un excellent éclairage. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Marcela Cornejo, qui vient de l'Université catholique du Chili. Marcela va nous parler des histoires de génération sur la dictature civile et militaire chilienne. Comment raconter la violence? Je vais également lui demander de s'en tenir aux 15 minutes car le temps presse. La présentation sur l'écran, s'il vous plaît. En attendant d'afficher mon PowerPoint, d'abord, je vous remercie au Murakose, comme on dirait au Rwanda. Merci. Ce projet ARES nous permet d'avancer ensemble, de penser ensemble. Merci Véronica, Jean-Luc, Betty, Thomas, Diego et toute l'équipe dispersée qui porte ce projet. L'invitation qui m'a été faite pour aujourd'hui porte sur le titre de ce dernier panel. Nous sommes tous fatigués, mais je vais essayer de ne pas vous fatiguer ni ennuyer. Comment raconter la violence? Cela signifie comment faire une recherche sur la violence et pourquoi. Cela fait partie des coordonnées principales de mon travail en tant que psychologue et que chercheuse. Le thème ou l'obsession, il y a une collègue argentine qui en parle, la violence sous forme de trauma psychosocial dans mon cas. Et la forme est de voir comment on met en marche différents échafaudages épistémologiques, éthiques et méthodologiques afin de pouvoir faire une recherche. Donc, cela porte sur l'une des études que nous avons faites concernant le Chili et la dictature militaire et civile au Chili.
On nous disait au Rwanda, tout n'est pas génocide. Et je me demande si au Chili, tout n'est pas dictature. Cependant, dans les deux cas, on a beaucoup de questions à se poser. Il y a beaucoup à raconter. Il y a de nombreuses voix avec lesquelles dialoguer. Et dans ce genre de rencontres, voir comment, entre nous, nous faisons des recherches sur la violence. Vous pouvez faire défiler les diapositives. Bien. Tout d'abord, rappel des faits. Certains antécédents ou des repères sistemática a los derechos humanos que ocurrieron en Chile en el periodo de la droits humains pendant la période de la dictature de 1973 à 1990 au Chili. Et ici, un coup d'œil à Olivier Douville qui parlait d'un trauma qu'on doit comprendre de façon différente si cela provient de catastrophes naturelles comme des tremblements de terre qui se produisent au Chili. Et ce que dit Martín Baró, un psychologue espagnol qui a beaucoup travaillé au Salvador et qui a été assassiné par la guérilla, le concept de trauma psychosocial et comment mieux comprendre ce type de violence dont nous parlons. Vous pouvez me faire avancer ma diapo. Un autre aspect important porte sur comment au Chili, après la dictature, on a mis en place des commissions de vérité et de réparation qui ont montré comment les Chiliens ont pu comprendre, élaborer et faire un processus après la dictature. Il y a eu plusieurs commissions qui ont travaillé sur différentes thématiques. Les détenus disparus, une autre comisión plus récente. Y tortura, ahí aparecen algunos datos. Y cada una de estas comisiones, parte de lo que trabajó también, tenía que ver con poder establecer, ¿no?, una cierta convicción, uno, de lo ocurrido, y dos, poder saltar de la negación constante que durante todos los años, no solo en Chile, sino que en muchos países de Latinoamérica, donde en Amérique latine, où il y a ce genre de violence et où est installée les dictatures, lorsqu'on disait qu'il y avait des violations systématiques des droits de l'homme, on disait que cela n'avait pas existé. Donc, il s'agissait de surmonter ce déni. Est-ce que vous pouvez faire défiler? Alors, ce que la recherche demandait, c'était les rapports à la mémoire, comment les différentes générations construisent une histoire sur ce qu'est ou ce qu'a été la dictature et quelles en ont été les souffrances. Certains aspects conceptuels sur la compréhension de la mémoire ont été interesantes. Si pueden pasar la siguiente. Y otro aspecto conceptual que me parece también importante es contarles que en Chile, desde el término de la dictadura y todo el proceso de transición, muchos psicólogos y psicólogas, sociólogos, sociólogas, trabajadores sociales, cientistas políticos, hemos dedicado nuestro trabajo a poder comprender cómo esto ha afectado a nuestra sociedad, ¿no? Y hemos hecho distintos estudios, tanto de lo traumático, como también en relación a la memoria colectiva y cómo se construye, ¿no?, una manera de comprender lo que sucedió. La siguiente, por favor. Contarles ahora la siguiente, la investigación. Esta investigación, como les decía, lo que quiso, más bien va a ser una excusa, voy a pasar rápido, los resultados los pueden ir a leer en varios trabajos que hemos escrito. Lo que me interesa poder poner acento hoy en día tiene que ver con cómo lo que así llamamos, ¿no?, posición discursiva generacional, articulada con otras posiciones, permite comprender la manera que tienen muchas personas de construir su historia, o construir la historia de la dictadura, pero cómo sus propias historias se ven interferidas y también, ¿no?, afectadas por lo que ocurrió en la dictadura. La siguiente.
muchos estudios, sobre todo al comienzo, yo creo durante los primeros 20 años de la transición, tenían que ver con historias principalmente relacionadas con las víctimas, ¿no? Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que, y si tomamos el concepto de trauma psicosocial de Ignacio Martín Baró, no solo son los cuerpos de las víctimas directamente afectadas o afectados quienes se vieron influidos por lo que ocurrió en la dictadura, sino que toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Cuando la violencia se introduce también es afectada por la dictadura, y en ese sentido quisimos ir a mirar tanto individualmente a través de relatos de vida como interaccionalmente a través de grupos de discusión, cómo es que esta dictadura fue elaborada, comprendida y trabajada. Si no funciona esto, entonces si me pasan las... Ahí sí. La idea entonces fue preguntarnos qué se cuenta acerca de la dictadura, qué es lo que se recuerda, ¿no? Haciendo énfasis sobre este concepto del recuerdo, ¿no? Este término, que se cuenta y recuerda, cómo se cuenta y recuerda un pasado reciente donde la violencia política fue parte central de lo ocurrido, y cómo nos preguntamos y cómo escuchamos en tanto investigadoras y investigadores acerca de esta temática. Como les contaba, dos tipos de entradas metodológicas para la producción de datos. Uno, relatos de vida. Lo que hicimos fue preguntarle a personas que de distintas generaciones, así tal cual, una consigna muy, muy específica, con un sentido, ¿no? Que era: cuéntame tu historia de la dictadura. Y luego, en un segundo encuentro, solicitarles fotos que sirvieran para contar su historia de la dictadura a personas de otras generaciones. En un segundo momento trabajamos con grupos de discusión, y en estos grupos la idea fue que imaginaran que íbamos a poner lo que íbamos a grabar ese día en una cápsula del tiempo. Que On allait placer ce récit dans une capsule du temps pour 50 ans après. Quelle histoire de la dictature voudriez-vous faire écouter dans 5 ans? Et puis des photos pour l'histoire de la dictature. En ce qui concerne les participants, ce que je voudrais souligner, c'est que on a commencé par génération, la classe, position idéologique. Le Chili, comme bien des pays d'Amérique latine, et beaucoup de ségrégation sociale. Il y a d'énormes différences de classe. Ce qui est important pour les uns ne l'est pas pour les autres. Et puis la répression politique a pris des formes différentes. Ensuite, la position idéologique. Au début, on a pensé à des positions classiques, gauche, droite, mais ce n'était pas la plus intéressante. Puis, un critère d'inclusion des participants a été leur expérience de répression politique. C'était un aspect important, soit personnel, soit familial. C'est un aspect pertinent qui modifie la façon dont on raconte l'histoire de la dictature, ou que la dictature fait de l'histoire des personnes. Ensuite, il faut penser à la géographie de mon pays. C'est un pays très long, très divers. Et puis, selon les endroits, il y a eu une répression. Il y a eu 1000 lieux de détention politique tout au long du Chili. Et ensuite, le sexe, le fait d'être homme ou femme. Il y a eu une grande quantité de notifications d'abus sexuels pendant la dictature. Récit de vie 25 et groupe de débat 48. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver en fin d'exposé pour vous dire comment on a fait la recherche pour ce genre de thématique. Les résultats que je vous présente, nous les avons analysés selon des coordonnées pour voir s'il y avait vraiment des voix suivant les générations, si on pouvait les distinguer. Et on s'est basé sur un auteur français, Paul Ricoeur, qui différencie les trames, la trame et les intrigues, afin de rechercher certains éléments dans ce domaine. Génération 1, ceux qui ont assisté, ce sont les personnes qui avaient 18 ans au moment du coup d'État.
64 ans au moment où nous avons pris contact avec elle pendant notre recherche. Ensuite, la trame. Il s'agit du coup d'État en tant qu'irruption dans leur quotidien. Le coup marque pour eux et pour elles et pour toujours un avant et un après dans leur vie. Et on voit une façon de parler aussi au pluriel. Et là, il y a une histoire collective qui est forgée sous le président Freire, sous Salvador Allende, et on voit une sensation collective tant à droite qu'à gauche sur la façon dont ce coup pose le fait que tel était fait ou non par rapport à ce qui se passait, ce qui crée une grande tension. Génération 3 est rendue légitime par la voix d'autres, en général leurs parents, leur mère, et aussi la télévision. Par le biais de ce type de sources, ils comprennent ce qu'est la dictature. Et ce que l'on a vu ici, ça a été une culture assez paternaliste et maternaliste. C'était des histoires de la dictature marquées par la voix des autres hommes et femmes de la famille. La génération 4 nous intéresse beaucoup. C'était des jeunes de 24 ans lorsqu'on a pris contact avec eux, mais qui étaient les protagonistes de la révolution pingouin, une révolution sociale qui reprend le mouvement contre la dictature. Une grande manifestation pendant la transition et ces coulisses de la transition, pour reprendre un terme de théâtre, montre qu'il existe des sons, des échos gênants dans leur histoire de ce passé récent. Et pour eux, la limite, tant à gauche qu'à droite, c'est la violation systématique des droits humains, très différent de la génération 1, ou bien des personnes de droite justifient la violation des droits humains, comme on l'entend souvent en Amérique latine. Mais pour ces jeunes, ceci est quelque chose d'intolérable. Je vais conclure. Comme disait Michel Legrand, pour ne pas conclure, un point intéressant et que je veux mentionner ici, qui nous incite à réfléchir, voir comment étudier la violence et avoir des narrateurs et des narratrices avec certaines voix, mais dans un sens polyphonique, comme le dit Michael Badjin, et prendre position. Les aspects importants dont je vous parlais, qui nous frappent, les histoires familiales de la dictature, ce qu'ont fait mon père, ma mère, mon frère, ma sœur,
marque ma position par rapport à cette histoire et ce que cette histoire signifie ou non pour moi. Un concept important porte sur un auteur, Manren, qui parle sur la génération qui peut être comprise comme une agitation ensemble. Il y a des générations qui le font, mais pas dans une unité de compréhension de la dictature. Et quelque chose de plus actuel dont on n'a pas parlé dans la recherche, mais ce sont des projections qui me semblent importantes. Le grand processus social en octobre 2019, les manifestations d'octobre, les classes sociales de 2019 et la violence ressurgit, le conflit ressurgit, la répression policière, où les rues à nouveau se remplissent de manifestants et on se demande à nouveau comment on peut informer les nouvelles générations de qui sont les parents, des territoires. Et là surgissent de nouvelles voix, de nouveaux conflits, de nouvelles histoires. Et de nouveaux narrateurs surgissent et il faut leur poser des questions sur le passé, sur la violence et sur nous-mêmes. Et l'année prochaine, on va célébrer 50 ans du coup militaire dans mon pays, ce qui va provoquer un contexte comme toutes les célébrations. Nous l'avons vu au Rwanda. Et cela fait qu'il y a une mobilisation et qu'il y a de nouvelles voix de la part des chercheurs pour avoir une nouvelle optique sur ces événements. Voilà nos références, ce que j'ai écrit. Maintenant, je voudrais faire le point sur 3 concepts clés qu'il me semble important de reprendre dans la provocation de ce panel avec Dolores et Milton. Comment aborder la violence en tant que chercheur et en tant que chercheuse? Le premier contexte, c'est le lien engagé d'Elisabeth Leader avec ses collaborateurs, ensuite Michel Legrand et d'autres. Quand on se demande comment on aborde la violence en tant que chercheur, il faut penser à la disponibilité, une écoute, un regard, une façon particulière de poser des questions, de rencontrer ces personnes ou bien de nous relier avec d'autres, car les recherches, mais pas les chercheurs ni les chercheuses, ne sont suspendus dans le temps et dans la recherche. Donc, l'idée de demander comment aborder la violence doit tenir compte le contexte, l'autre, une rencontre, une possibilité de reconstruction et de régénérer un lion, mais aussi comment comprendre et comment on est une partie irresponsable de ce passé récent qui s'est vu interrompu. Merci. Merci Marcella de partager cet exposé sur le Chili. On a déjà écouté bien d'autres expériences assez dures, génocide, dictature. Et dures aussi du vécu de l'Amérique latine. Nous allons faire une parenthèse maintenant. Pour continuer à se rappeler ce qui se passait pendant la pandémie, s'adapter aux circonstances. Maria Dolores, je m'excuse. On a beaucoup de retard ce matin. Ce panel va faire une parenthèse pour écouter le directeur de la Flaxo qui souhaite s'exprimer et qui ne peut pas nous attendre plus. On l'attend maintenant, on va l'écouter, ensuite on reprendra
notre panel pour écouter Milton Calderon et ensuite avoir un espace adéquat de questions, réponses et commentaires. C'est un léger changement à notre du jour que l'on a dû faire à l'improviste et nous vous demandons un petit peu de patience et de compréhension à mes collègues, à Maria Dolores, à Marcella, à Milton, à vous tous. Il s'agit d'un projet qui a duré 5 ans depuis 2017 à 2022. Cette année, en août, on achève le projet. Et nous voulons donc écouter l'un des recteurs des universités qui font partie de cette alliance. Pour le moment, le directeur de Flaxo en Équateur qui souhaite s'exprimer sur la clôture des activités du projet. Ce projet a reçu pendant ces 5 ans des colloques, des chercheurs, des étudiants qui ont travaillé en Belgique et en Équateur sur leur thèse doctorale. Et pour toutes les institutions, c'était tout à fait pertinent, fructueux. Et nous ne voulons pas rater cette occasion de l'écouter. Je vous demande donc 1 ou 2 minutes de patience et de compréhension. On n'est pas encore sorti de l'auberge.
lugar, quiero agradecer a Et l'ensemble des personnes, des chercheurs, ce colloque qui fait partie d'un projet qui a été mis en œuvre avec d'autres organisations depuis le mois de mai 2017. C'est un projet qui prendra fin au mois d'août de cette année. C'est un projet avec différentes composantes, toutes les composantes à travers lesquelles la Flaxo projette son activité vers la société. Un projet qui a des composantes d'enseignement, de recherche, de relations. Ce sont les trois axes, en fait, essentiels au travers lesquels nous organisons notre activité en tant qu'université. En ce sens, des remerciements particuliers à l'Académie des recherches et d'enseignement supérieur de Belgique qui a financé ces projets. Quelles ont été de façon particulière ces composantes que nous retirons de ce projet et apprécions? D'abord, celui qui nous a permis de développer une coopération interuniversitaire auquel a participé deux universités, la Flaxo et la PUS, et trois universités de Belgique. Alors, que demander de plus, en fait? Un projet qui a été porté par 5 universités au total pour encourager cette coopération interuniversitaire. Donc, cette composante est celle que nous apprécions en premier lieu. Deuxième composante liée à un axe auquel est attaché Flaxo, un axe stratégique, celui de mise en relation, mise en réseau, une ligne de travail importante au travers de ce projet et de relations avec la société civile qui ont permis de mettre en marche des pratiques de recherche. Et cette ligne à l'intérieur de ce projet nous a permis d'être en contact avec des organisations non gouvernementales comme le service Fe et Alegria et le centre Muchos Trabajador, c'est-à-dire la famille de famille, avec une coopération interuniversitaire également, donc un lien fort avec les ONG et la société civile. Autre composante liée à la formation post-doctorale et doctorale. Donc, on a pu voir des thèses s'engager en l'université de Louvain et ici. Certains étudiants donc, se sont rendus en Belgique, ont terminé leurs travaux de thèse et ils ont pu établir des liens de recherche et de direction ou de co-direction de thèse avec des professeurs de l'université de Louvain et des professeurs de l'université de la Flaxo ici. Également, c'est un projet qui a permis de faire des stages, d'organiser des stages entre 2 et 6 mois et 4 mois, pardon, avec les étudiants de la UT, de la PUS et de la Flaxo et d'étudiants de l'université de Louvain. Autre manière d'encourager cette coopération interuniversitaire et de nous enrichir mutuellement à partir de ces expériences d'échange et de stage. Et bien sûr, un colloque ou des colloques internationaux organisés ici en juillet 2008, mai 2019, en 2021 et maintenant de mai 2022. Et ce colloque, qui est le dernier que nous organisons selon ce que m'a dit Fedi, a permis la participation d'exposants, de conférenciers de France, Belgique, de l'Afrique également. Alors, que demander de plus? C'est un projet de coopération, peut-être une continuité et porter dans le temps une telle initiative, nonobstant la pandémie
qui nous a obligés à une halte et permettre de porter tous ces axes et composantes. Alors, il ne me reste qu'à remercier ARES, l'Institut supérieur de la Belgique, pour le financement apporté, toutes les universités participantes, et Betty Espinosa, professeure recherche de la Flaxo, coordinatrice du doctorat de la politique publique, qui a été donc à la tête de ce projet en représentation de notre institution universitaire. Et à vous tous, nos remerciements pour avoir voyagé jusqu'ici, pour avoir participé à ce colloque qui marque pratiquement la clôture de cette grande œuvre de coopération. Alors, félicitations à tous. J'espère qu'au cours de vos délibérations, s'achèveront avec toute la réussite que vous méritez. Merci. Merci et je vous attends au pot qui vous attend ensuite. Pot de l'amitié. Alors, une petite parenthèse, nous avons encore une partie de l'agenda à traiter et je crois que le moment est propice pour écouter la troisième exposé de ce panel grâce au financement de cette organisation belge qui est donc la thèse de doctorat de Milton Calderon, qui va nous parler justement de ses travaux et j'espère une dizaine de minutes en dépit des 5 années qui ont duré ces recherches et pour pouvoir conclure avec brio ce colloque et écoutons-le. Escale de violence vers une compréhension empirique de la situation de violence au-delà de la taxonomie. Milton était donc étudiant de la Flaxo en maîtrise. Il a obtenu son diplôme de doctorat de sciences sociales en Louvain en 2021, en décembre. Nous sommes très heureux de cette réussite académique et universitaire et qui est le fruit de cette collaboration entre des universités équatoriennes et belges. Milton, vous avez la parole. 15 minutes. Alors, merci pour être encore ici en dépit de la fatigue de tout le monde. À la fin du colloque, c'est difficile d'être le dernier, mais j'essaierai d'être quand même de le faire avec intérêt. Alors, j'ai écouté récemment un thème dans les actualités des voitures-bombes qui explosent et entre hier et aujourd'hui, 2 voitures-bombes qui ont été explosées en Esmeraldas, dans la province d'Esmeraldas, peut-être 3 même qui ont explosé. Ce sont des faits qui n'étaient jamais arrivés ici en Équateur. Et donc, tandis que nous parlons de la violence, eh bien, cette violence est visible et palpable dans différentes régions du pays. Et je veux parler de cette lamentable information parce que c'est le thème que nous avons abordé sans vouloir tomber dans une pornographie de la violence, comme le disait María Dolores. La investigación doctoral, tratando también de responder cómo abordar la violencia desde la investigación. Evidentemente, situaciones como estas nos dejan una gran pregunta, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer frente a situaciones de este estilo, ya en lugares que históricamente han tenido situaciones de violencia compleja, como por ejemplo la provincia de Esmeraldas? Y digamos, parte de esta cuestión de la violencia vivida en Esmeraldas, creo que tiene que ver con cómo también se la percibe desde afuera. Sin lugar a dudas, estas son cuestiones que pasan muchas veces en este sector
De hecho, mientras se desarrollaba la investigación doctoral, 3 periodistas fueron asesinados en la zona de Eloy Alfaro y en la zona de Esmeraldas, en los cantones en los que tuvo lugar esta investigación. Y algo anecdótico quizá es que durante el tiempo posterior al asesinato de los 3 periodistas y a todo lo que esto conllevó posteriormente en términos de Estado, no podíamos nosotros viajar a hacer trabajo de campo ni tener ninguna cuestión que ver en el territorio esmeraldeño. Y cuando por fin se retomó este trabajo de campo en el sector, en el lugar, los pobladores de la Tola en Esmeraldas me decían, pues bueno, la verdad aquí estamos como si nada hubiera pasado. Entonces tranquilamente podías haber venido a la zona porque aquí estamos viviendo una vida normal. ¿Sí? Es decir, toda esta cuestión que finalmente deja también un gran estereotipo sobre una población en particular, como lo es Esmeraldas, es vivida en carne propia por pobladores que sienten, digamos, estas situaciones más allá de ser parte de su cotidianidad, las sienten como, digamos, como normales, pero también como muy reducidas respecto de la amplificación que puede existir de estas situaciones por fuera. Entonces, en este territorio fue uno de los espacios donde se desarrolló la investigación, que partió de una tensión, porque es una investigación que se lleva a cabo en 2 organizaciones educativas, y el punto de partida fue una tensión que existe entre la estandarización como un modelo fuerte implementado en el Ecuador y bueno, en el mundo respecto de la educación, de la regulación del espacio educativo, versus los discursos alternativos de estas organizaciones. Fe y Alegría, Educación Popular y el Centro del Muchacho Trabajador, con un discurso muy propio del trabajo, de la familia y también de la educación. Entonces, en estos 2 escenarios, uno en Esmeraldas, otro en Quito, se desarrolló esta investigación que tuvo este punto de partida y siguiente diapositiva, surge de aquí una problematización, un enigma sociológico. ¿Y cuál es este enigma? Hay un formato de estandarización, es decir, se vive en un espacio estandarizado. Este espacio estandarizado de alguna forma mejora la gestión o es lo que se pretende, pero cuantifica también la realidad educativa y busca resultados similares de alguna forma. Uniforme ou en uniformisant les actions pédagogiques dans ces différentes zones. Donc, il y a un ancrage de ces dynamiques, ces changements éducatifs. On cherche à mettre en place ces systèmes de standardisation et cela a occupé toute la vie scolaire, cette idée de standardisation, y compris ces thèmes de violence, c'est-à-dire les réponses à la violence de la part de l'État dans le milieu éducatif. C'est une réponse qui provient de ce format standardisé. Il y a des protocoles qui ont été établis, des normes à suivre, mais dans des situations comme celle-ci où la violence dépasse non seulement ces formats, en fait, sont trop limités. Donc, le problème tel que je l'ai posé, c'est comment mieux faire face à la violence dans ces contextes où elle est constante, avec de façon sous-jacente ces standardisation qui est imposée et dans des circonstances parfois imprévisibles. Alors, avec ces 2 organisations, on a étudié la façon dont ils font face aux situations de violence, de crise comme celle du CMT qui a une évolution organisationnelle et également au milieu de ces logiques de standardisation. Et donc, on a posé différentes questions, une recherche-action. ¿Qué alternativas pueden dibujarse teniendo en cuenta las propias operaciones críticas de los les actions critiques dans ces contextes. Et donc, comment aborder la recherche ici? Je vais m'arrêter un petit peu. C'est une recherche action participative et pourtant, on a impliqué les différents acteurs dans un processus d'exploration de l'espace pour étudier les questions qui se posaient ces instituts face aux situations de violence et l'intention était d'avoir un impact
las posturas que existan respecto de la disputa. Y finalmente es un trabajo que tuvo 4 fases, tanto en su trabajo de campo como en el análisis. Estas fueron comprender la disputa en el territorio, visibilizar los dispositivos que hacían que una persona se ubique en un lado de la disputa, analizar las pruebas que esto suponía para los actores y amplificar las operaciones críticas. Un trabajo importante de todo este participativa que requiere tiempo, que requiere conocimiento de las organizaciones. Y en el Centro del Muchacho Trabajador, durante la investigación, fui también parte de un equipo que colaboró en toda esta dinámica de cambio que tiene esta organización para definir un nuevo modelo de atención a las familias pobres que el Centro del Muchacho Trabajador trata de sacar adelante. Entonces hubo un proceso fuerte de observación participante, cartografía social, se trabajó mucho con mapas para, digamos, poner en el terreno las diferentes problemáticas de estos espacios. Estos fueron interpretados colectivamente, hubo una participación de los actores en el proceso, en la evolución y en el análisis, entrevistas abiertas y análisis documental. Entonces son 2 casos, como mencioné, el Centro del Muchacho Trabajador y la Escuela Padre Aurelio Elías Mera de Fe. Fait Alegria et CMT. Voilà le centre de l'enfant travailleur qui s'est dédié depuis 50 ans à rendre plus digne le travail des enfants et qui, en fonction de situations conjoncturelles, a fait un virage à 180 degrés, a changé de nom et maintenant s'appelle le centre de famille de famille. Et l'école de la Tola, Alegria, et qui ont beaucoup de problèmes, certains communs. Le premier en particulier, qui est la violence, bien sûr, dont parlent les indicateurs. Cette violence est visible dès le moment où on rentre dans les locaux de cette école. Et on le voit ici sur le sol, des galons, des bidons d'essence qui fait l'objet de trafic avec la frontière à la frontière colombienne. Voilà, cela fait partie de leur quotidien, faire le trafic d'essence et bien sûr les contacts avec des groupes de trafiquants de drogue. Ici, un témoignage des problèmes vécus et situations bien sûr qui mettent en jeu, en péril leur propre vie. Et en partant de la méthodologie pour comprendre comment comprendre cette situation de violence, eh bien, j'ai mené une analyse symétrique pour nous rapprocher des réalités asymétriques où il existe une forte relation de pouvoir, des types de situations que j'essaie de décrire. Et il y a également une relation entre recherche-action et sociologie pragmatique. Je sais qu'il me reste peu de temps, donc je vais plus vite. Et je crois que le résultat intéressant de ce processus de recherche était de comprendre comment ces acteurs parlent de la violence eux-mêmes. Et cela est un aspect particulier de la sociologie pragmatique. J'essaie de le résumer dans ce tableau avec 2 dimensions. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est moins visible?
Et l'autre, est-ce que l'on ne comprend au niveau des acteurs comme quelque chose d'interne ou d'externe? Par exemple, les enfants qui se regroupent commettent des actes de violence, ils sont dans le parc ou dans le patio, dans la cour de récré. Quand ils en parlent, ils le voient comme quelque chose qui existe à l'intérieur de l'école, qui est visible. Oui, les jeunes se regroupent là pour tel ou tel motif. Et comme quelque chose d'extérieur, les personnes qui se rapprochent de l'école pour vendre des produits, des articles, et qui donc perturbe l'ordre scolaire, c'est quelque chose d'extérieur et qui a un impact à l'intérieur de l'établissement, par exemple distribution d'aliments ou autre. Et autres aspects qui apparaissent, qui sont mentionnés ou qui sont parfois occultes, mais on essaye de les rendre visibles. Par exemple, le microtrafic de drogue ou la neutralisation des propres situations personnelles, parce que dans le CMT, pour prendre en charge une famille qui vit la violence, eh bien, souvent, elle est prise en charge sous l'angle de la pauvreté, réduction de la pauvreté plus que de la réduction de la violence. Au moins, c'était ce qui existait pendant un certain temps. Ou également, le trafic de gaz est une chose quotidienne à l'Atola. Et moi, ça m'a pris du temps de vraiment comprendre cela, de pouvoir parler avec ces jeunes. Tout le monde avait peur qu'on les écoute et je sais que ma vie était en danger peut-être à certains moments, mais j'ai compris cette escalade de la violence et de cette façon et de deux façons. D'abord, l'idée de la mise en équilibre des choses parce que la sociologie pragmatique propose une vision de la justice que d'une certaine façon se traduit de différents ordres politiques qui permettent de faire une lecture de la réalité de ces deux espaces et deuxièmement l'échelle ou l'échelonnement de ce processus parce que quand ces acteurs parlent de violence, ils parlent de différentes dimensions, pas seulement horizontales. C'est pour cela que je parle d'aller au-delà de la taxonomie physique, sexuelle, psychologique selon la OMS, et structures symboliques et autres. Et ces dimensions et distributions horizontales doivent être complétées par une vision plus verticale, dans le sens où il y a une autre dimension. Il peut y avoir des circonstances petites ou grandes. C'est comme ça qu'on traduit cette escalade de violence et dont le principe de base est qu'il y a un principe supérieur général qui est l'humanité commune de ces personnes. C'est sur cette base qu'on a fait une lecture de ces acteurs, de leur violence, pour définir quelles sont les actions violentes et quelles sont celles qui ne le sont pas. Pour arriver à une conclusion, de quelle façon on objectivise l'autre et donc on exerce une violence et comment passer d'une situation à une autre dans le temps pour laisser des séquelles comme des traumas dans tous ces espaces. Merci beaucoup. Merci Milton d'avoir été bref et de nous avoir donné un regard sur ta recherche qui porte sur 5 ans et ce qui te donne, ce qui t'a donné ton diplôme de docteur en décembre 2021. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions avant de passer à un petit cocktail pour célébrer ce travail. J'ai une question pour Marcela. Contextualizando que actualmente en América Latina se está viendo En Amérique latine, on voit des tendances à la révision sur la violence, comme la société au Chili, au
Guatemala et d'autres, dans le cas de décisions politiques qui ont marqué les réalités de certains pays. Il me semble important de savoir quelles sont les confrontations de ces récits dans votre travail face à ces perspectives de révision qui ont leur propre récit, c'est tout. Muchas gracias, Emilio, por tu pregunta. Merci Emilio de ta question. Me parece importante, uno, cómo contextualizas, ¿no? C'est important de remettre les choses dans leur contexte. Marcela parlait ce matin de la situation au Brésil. Comment le gouvernement de Bolsonaro a été à l'encontre de certaines décisions et il a reculé. En Argentine, certaines politiques nous interpellent. En Uruguay, un vote national sur la loi de la mémoire, par exemple. Et on trouve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Au Chili, en ce moment, après une révolution féminine importante en 2018, on a eu les manifestations d'octobre 2019 et en mars, un nouveau gouvernement à tendance gauchiste. Notre président a 36 ans, il a fait partie des jeunes étudiants universitaires qui ont commandé un processus de manifestation dans les rues, Gabriel Boric, mais on a également un processus institutionnel assez important visant à laisser derrière nous la constitution politique de Pinochet par le biais d'un processus participatif, avoir une nouvelle constitution. Je crois que tous ces éléments qui s'ajoutent à ce que je disais à la fin, un processus qui s'installe lentement, la pandémie, je crois, l'a retardé, de ce que va être la commémoration des 50 ans. Le candidat opposant est d'extrême droite. Sa famille était impliquée dans des assassinats massifs, notamment à Paine, près de Santiago, où il y a le chiffre du taux le plus élevé de violation des droits de l'homme et du nombre de disparus par habitant. José Antonio Cas, candidat d'extrême droite contre le président actuel. Et les jeunes essayent de se dresser de nouvelles façons de faire entendre leur voix de façon différente. Et ces jeunes n'étaient même pas nés à l'époque de la dictature. Ils sont nés à l'époque de transition. Et constamment, ils nous ont poussés à avoir des versions différentes de ce qui s'est passé. Et en octobre 2019, il y a eu de nouveau une violence policière très crue dans les rues. Tout ceci nous oblige à repenser aux violences de la dictature et aux violences actuelles. Et par le biais de la Constitution, ce qui se passe avec les peuples mapuches dans le sud, il faut voir comment mettre face à face des versions des événements pour voir si ce qui s'est passé est vrai. Dans certains pays d'Europe, on accuse certaines personnes de révisionnisme. Cela n'est pas toujours possible, mais depuis les manifestations d'octobre, que fait la Constitution pour voir ce qui se passe avec différentes voix, afin que les gens ne remettent pas en cause ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a une violence au Chili et dans d'autres endroits, mais cela se produit de façon différente. Muchas gracias. Sí, por favor, Matthew. Merci, Matthew. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Antes de todo, yo quiero agradecerles muy fuertemente por la excelencia de cada de sus propuestas. Ha sido una mesa
muy profunda, muy estimulante. Entonces, quiero realmente agradecerles, incluyendo a María Dolores, que nos habló de México. Tengo una pregunta para cada de ustedes. Bueno, Milton, gracias por la propuesta y la reflexión sobre la sociología pragmática. Realmente te parece como un hijo del CRIDIS. Entonces eso me encantó. Pero a la vez tú estás proponiendo un índice. El índice de violencia a mí me parece un poco extraño. Entonces yo quiero solamente escuchar sobre este punto, ¿sí? A María Dolores, muchísimas gracias también para insistir sobre el tema de la escritura, de todas las preguntas que la escritura frente a la violencia, la escritura sobre la violencia está poniendo. Lo que he visto en otro país, conozco bien a la situación colombiana, es que lo que también está en juego es distintas maneras de escribir. Es decir, la escritura analítica, sociológica, no es la única. Hay otras formas. Por ejemplo, la escritura más poética. Quiero escucharles sobre lo que está pasando en México, sobre la manera las maneras de escribir frente a una situación, digamos, de violencia. Y a Marcela también, un gran agradecimiento. Una pregunta sobre las generaciones. Tú estás hablando de polifonía. Bueno, pero no es decir, no se puede imaginar que también hay tensiones o contradicciones entre estas distintas generaciones. Es decir, cómo se pasan las familias. Me parece que quizás entre los padres y los hijos no solamente hay distintas voces, pero también hay tensiones. Es decir, la dictadura, la violencia no significa la misma cosa, y cómo entonces están haciendo para sobrepasar, digamos, estas contradicciones. Ya terminé. Gracias. Muchas gracias por las 3 preguntas, Mathieu. A ver, voy a darles la palabra en el orden que les hiciste las preguntas. Milton, por favor, luego va a estar María Dolores y al final terminamos con Marcelo. Gracias, Matthew. Sí, a ver, efectivamente creo que es una cuestión un poco compleja, es decir, sortear las taxonomías sin pretender crear una nueva taxonomía, es decir, una nueva forma de Taxonomie sans créer une nouvelle façon de classer. Yo trato de Bon, no hacerlo. dans le cadre de ma réflexion, j'essaye de ne pas le faire et d'avoir plutôt une division méthodologique de compréhension. Mais ces indices, ces échelles ne se produisent pas au hasard. Cela dépend de la façon dont les acteurs s'expriment lorsqu'ils parlent de la violence. Plus qu'un classement, il s'agit plutôt de rendre visibles les logiques de compréhension de la violence. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les organisations d'organisation? En dépit de l'effort de l'État, des organisations de parler de la violence, Émilie et Marianela ont parlé d'un espace à Esmeraldas avec Fe Alegría sur la violence sexiste, mais lorsqu'on parle avec les acteurs, ils ne parlent pas de violence sexiste. Ils se limitent à une situation particulière et ils la définissent selon le degré de difficulté sur leur territoire. Ces logiques de placement de la violence sont tout à fait étrangères aux acteurs. Eux, ils nous parlent de situations particulières dans la mesure où cela les touche. Ou lorsque les organisations disent à la Tola, il y a derrière un quartier dangereux qui s'appelle le quartier La Olia,
les jeunes qui droguent. Et pour l'école problématique, c'est une situation concrète problématique qui touche les enfants qui observent cette situation. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est, à partir des situations, comprendre comment les acteurs parlent de la violence. Et cela m'a conduit à définir cette sorte d'échelle, sans prétendre qu'il s'agisse d'un autre classement ou d'un indice de la violence. J'essaye simplement de voir comment ça marche pour eux. Par exemple, dans le cas de la violence visible et invisible, pour que ce ne soit pas instrumental, comme en parlait Maria Dolores, de cette instrumentalisation des classements dimensionnels, je dois dire qu'il y a des violences visibles complexes pour les acteurs. De même, il y a des violences invisibles et qui ne sont pas tellement violentes pour eux en termes de complexité. Donc oui, il y a une échelle, mais ce n'est pas une échelle de la force de la violence, mais comment on l'aperçoit. Je crois que ça pourrait être ma réponse à ta question. Et effectivement, je dois beaucoup au CRIDIS de mon travail. Je vais qualifier de fils du CRIDIS. Maria Dolores, nous allons vous écouter. Merci de cette question. Effectivement, je crois qu'il y a d'autres formes d'écriture. Capte mieux certains éléments de façon froide en matière de construction de catégories, etc. Et taxonomie. Je pense que l'on pourrait récupérer certaines choses. On parle par exemple des mythes. Ils sont partiellement très poétiques et très métaphoriques. Il me semble qu'on peut relier les mythes, les rêves aussi, les rêves des personnes avec lesquelles j'ai travaillé bien souvent ont quelque chose de mythique. Surtout de la façon dont elles les racontent et les racontent à nouveau. Et évidemment, travailler également sur les métaphores même, et récupérer avec d'autres écritures sous forme de reproduction sensible et d'interprétation sensible. Des réalités que nous vivons par le bien de notre lien avec les personnes qui font l'objet de notre étude, avec lesquelles nous travaillons. Merci, Maria Dolores, d'avoir étoffé cette idée. Eh bien, ce sont là des pistes de travail. Je vais maintenant donner la parole, en dernier lieu, à Marcela. Merci Mathieu de ta question. Lorsque je parle de génération et de polyphonie, je ne parle absolument pas d'unicité, ni entre les générations, à leur intérieur et entre elles. Le concept que nous avons construit, c'est comme on a une transition générationnelle du trauma, le concept que nous avons fait, c'est de dialogue entre les générations. Qui peut se rappeler et qui peut construire des histoires de dictature? Pendant longtemps, on a supposé que seule c'était la génération 1, et moi je peux en parler parce que j'étais là, c'est ce qu'ils disent, et ensuite, seule la gauche pouvait s'exprimer sur ce qui s'est passé, et ensuite seulement les victimes. Et bien des études que nous avons faites, que d'autres collègues ont fait, il y a des situations
qui se sont produits dans le monde social et politique où on met en évidence qu'en dépit des contradictions ou des ruptures des positionnements et des versions sur le passé récent, on peut coexister et l'installation de la menace politique et de la peur pendant la dictature, d'essayer de banaliser la participation politique et d'aller à cette rencontre. Il y a un article écrit par un sociologue très intéressant que je te recommande. Dans son titre, dit, dans cette maison, chez nous, on ne parle ni des politiques, ni de religion, ni de foot. C'est justement l'idée de voir dans les familles des versions et des contradictions sur ce qui s'est passé, s'est reproduit. Mais en même temps, il y a environ 20 ans ou 30 ans, dans les écoles et dans les lycées, les collèges, on a commencé à enseigner une partie des événements de la dictature. Et pendant longtemps, dans les programmes d'histoire, cela n'existait pas. On n'enseignait pas ce qui s'était passé aux enfants. On lisait un livre d'histoire et on sautait une période de 17 ans. Une autre chose porte sur l'installation du musée de la mémoire et des droits humains, où l'on raconte une version de l'histoire. Cela existe. Il y a les rapports des commissions de la vérité que j'ai évoqués, des sites de mémoire et de plus en plus de cours dans les universités où ces thèmes sont abordés, mais encore remis en question, car parler des événements de la dictature peut faire allusion à ce qui se passe dans ta famille, dans ma famille, et il y a des tensions. En octobre, pendant les manifestations, plusieurs familles ont participé aux manifestations sociales. On a fait une étude intéressante sur les pères et les mères qui avaient été des opposants actifs de la dictature et avaient participé avec leurs enfants qui avaient participé au mouvement de manifestation sociale. Les générations ne rappellent pas les choses de la même façon, mais il y a des conflits à l'intérieur des générations et entre les générations. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est voir qu'il y a différentes versions qui ne nous ramènent pas nécessairement aux conflits aussi graves que ceux de la dictature. Il y a un espoir dans la façon dont on traite du point de vue politique, psychique, sociologique, les manifestations d'octobre et aussi le processus constitutionnel avec toutes ces difficultés, car il lance un défi à cet égard sur l'histoire de la dictature et d'autres histoires violentes. Par exemple, la violence il y a plus de 500 ans contre la population mapuche. Merci Marcela, Milton, Maria Dolores. Merci infiniment de vos contributions à ce panel. Pour conclure ce colloque très intéressant, vous nous laissez de nombreuses pistes. Nous allons clore maintenant le panel et le colloque, mais évidemment, on a encore beaucoup de travail à abattre, continuer à réfléchir, à travailler, à faire de la recherche. De nombreuses pistes nous ont été ouvertes par vous trois, mais par d'autres intervenants de ce matin et d'hier à l'Université catholique. Et c'est très stimulant, on doit continuer à travailler. Et sur ce, avant de continuer à travailler, nous vous offrons un petit cocktail pour célébrer la fin de ce colloque. Merci à toutes les institutions qui ont travaillé avec nous, 6 universités, 3 ONG qui ont été mentionnées à plusieurs reprises. On les a même visités. Merci aux étudiants, aux professeurs, aux chercheurs, à ceux qui nous écoutent.
Nous continuerons à un autre moment ces débats et nous espérons que la réalité changera pour le mieux. Merci infiniment.